À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux, qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un aidant inspirant, c'est une direction qu'on vise ici, en partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Quel plaisir, François Privé, qu'on fasse ça ici maintenant. Depuis notre rencontre à l'AQPC, l'Association québécoise de la pédagogie collégiale, on a eu un coup de cœur, on se connaissait zéro avant. Puis dès les premiers échanges, tu m'as marqué au fer rouge. Je pense que tu m'as même évité un potentiel épuisement professionnel parce qu'on se ressemble tellement, on a tellement fait des projets semblables. Puis tu m'as tellement partagé en toute transparence tes bons coups et tes mauvais coups que je tenais absolument de partager toute la sagesse que j'ai eue à travers toi dans le cadre de ce balado-là. Merci d'être là, François Privé! C'est donc ben fin, man. Sérieusement, là, ça, c'est le bout que je vais faire écouter à ma blonde. Parce que moi, j'aime ça qu'elle sache que je suis une bonne personne. Non, vraiment, Mike, ça a été une rencontre magnifique pour moi aussi. J'ai trippé à mort quand vous avez fait votre présentation à l'OQPC. Je pense que c'est il y a 2 ans ou 4 ans, je sais plus. Mais vraiment, 4 ans déjà. Quel bonheur, quel bonheur. Puis rencontrer les autres fous de la même sorte, ça fait du bien. Puis très content d'avoir contribué à cette réflexion-là avec le petit bout de conversation qu'on a eu. Je suis vraiment, vraiment content. Vraiment. Puis moi, tu m'as fait extrêmement du bien aussi, man. Faut que tu le saches. Mm-hmm. Tu sais, ces rôles-là qu'on tient dans nos collèges, des fois, sont disons, difficiles à tenir un peu. Parce que, tu sais, on est le gars fatigant qui arrive tout le temps avec des mauvaises nouvelles, puis qui porte tout le temps des projets, puis qui nous parle des changements climatiques, que c'était peurant, tu sais. Fait que, des fois, le monde est fatigué, puis on se sent tout seul en maudit. Quand on trouve l'autre fou, là, qui cogne dans la même porte, ben on dirait que ça nous enlève un peu de notre mal à l'épaule, puis on est content d'être 2, puis d'être 4, puis d'être 10, même si on est répartis partout. Fait que ça m'a fait énormément de bien. Faut que tu le saches. Ben merci de me le dire. Je le reçois avec beaucoup d'humilité, j'espère, puis que c'est tellement vrai ce que tu dis. Je veux juste renchérir que c'est une des raisons pourquoi on a créé ce podcast-là. Tu sais, on l'a nommé À toi qui veux créer un monde meilleur parce que je trouve souvent que ces gens-là qui ont cette posture-là ou qui ont ce désir-là, ils se brûlent ou qui sont chacun de notre bord, où on peut facilement alimenter ce discours-là interne de ah voyons, il y a juste c'est moi le plus crinqué. Puis de mon expérience, et tu l'incarnes, c'est fascinant à quel point il y en a plus qu'on pense. Tu sais, c'est grand le Québec, là, puis de voir quelqu'un d'Alma avec son petit accent que je trouve toujours adorable d'ailleurs, de voir qui fait toutes ces choses-là que j'avais juste pas conscience que c'était là, mais c'est là, ça fait une partie de la réalité. Puis ça fait du bien de mettre ça en lumière, ça fait différent de TVA Nouvelles ce qu'on fait là. Puis j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, c'est mon intention qu'on fasse du bien à tous ceux-là qui ont besoin d'entendre ce qu'on a besoin de dire parce que, tu sais, là, l'éco-anxiété ou les mauvaises nouvelles que tu as nommées là, ou peut-être qu'on pourrait appeler ça l'éco-lucidité, juste en changeant un peu notre posture, c'est ce que j'ai appris de toi en fait. On peut vraiment passer là de se ronger l'intérieur avec ça, que plutôt d'avoir une sorte de moteur en avant de nous qui nous tire et qui peut même nous motiver. Ouais. Et peut avoir un impact vraiment beaucoup plus positif parce que même si ça part d'un bon élan, vouloir créer un monde meilleur pour sauver la planète, des fois, on a créé beaucoup de résistance. Du moins, c'est ce que j'ai entendu de toi. T'as eu beaucoup de freins puis de bâtons dans les roues, puis ça a été un chemin pénible jusqu'à ce que tu vives un épuisement professionnel. Puis de voir que l'évolution, parce qu'on s'est reparlé à travers les années, je trouvais ça vraiment beau. J'aimerais ça peut-être que tu me partages là ce petit pan-là, parce que je sais aussi que tu vas donner une conférence là à l'Agence universitaire de la francophonie sur le thème de former un monde. Comment former les jeunes pour le monde de demain? Oui. Puis je veux t'entendre là-dessus, mais avant, là, je voudrais que tu me redises, à ta façon, aujourd'hui, comment que ton changement de posture par rapport à, appelons ça l'éco-anxiété ou créer un monde meilleur, comment que tu as passé de t'épuiser à avoir le beau sourire que tu as aujourd'hui? Ben, écoute. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de prof, puis ça d'ailleurs, c'est ce que je vais raconter aux gens à l'Agence universitaire de la francophonie pour qu'ils comprennent pourquoi moi, prof de philo, j'arrive là avec ces histoires-là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de prof, je sortais toujours de l'université,
j'ai eu des scores de fou à l'université, tout allait bien, j'aurais pu faire une maîtrise puis un doctorat, mais j'ai eu peur de manquer d'argent, ça fait que je me suis garoché. Dès que j'ai compris qu'il n'y avait pas de job en philo, j'ai garoché mes CV partout, puis j'ai toujours travaillé depuis ce temps-là. Tu sais, je regrette d'avoir lu des mauvaises stats à l'époque, mais en même temps, d'aller au front, puis d'aller parler avec les jeunes, ça a été extrêmement salutaire, puis ça a goûté bon dès le départ. Tu sais, moi, j'ai trippé dans cette carrière-là dès le début. Puis assez tôt dans ma carrière, à un moment donné, j'ai eu une job à Rimouski, où j'allais travailler 4 jours par semaine, puis je revenais vivre à Alma parce que j'avais une maison à Alma, puis ça fait que je montais à Rimouski, je passais 3 jours, 4 jours là-bas. Puis les soirées, ben j'étais à Rimouski sans ma famille, ça fait que j'allais à la bibliothèque puis je lisais. Puis au moment où j'ai eu cette occasion-là de lire beaucoup à la bibliothèque pendant ma 3e année de job, ben je suis allé lire les journaux en fait, c'était sur des CD-ROM pour faire une espèce de mise à jour sur l'actualité de la planète parce que je voulais pouvoir parler de ce qui se passe concrètement avec les étudiants. Puis c'est là que j'ai eu un choc en m'apercevant que certains des dossiers les plus importants étaient sous-représentés dans les conversations qu'on avait là, dans le quotidien. Puis c'est là que j'ai pris conscience, entre autres, des problèmes en lien avec le réchauffement climatique, avec la chute de la biodiversité, avec l'acidification des océans, avec la crise migratoire qui se profilait aussi. On commençait déjà à voir venir un moment où il y aurait des réfugiés du climat. Ça fait que tout ça, ça composait une espèce de panorama un peu cauchemardesque qui m'a moi-même ébranlé. Puis, En quelle année, ça? Je suis curieux, François. écoute, ça, c'est en... Moi, j'ai commencé à travailler en 93, puis ça devait être en 96, 97. Puis, un assez gros choc, donc. Tu sais, prendre conscience de l'état de la planète à ce moment-là, c'était un gros choc. J'étais un peu conscient avant, parce que j'avais quand même été à l'école aussi, puis, mais pas de l'ampleur avec laquelle se déployaient ces problématiques-là. Fait que, recevant ce choc-là, je me suis dit que c'était important que j'ouvre ces perspectives-là à mes étudiants. Puis assez tôt dans ma carrière, j'ai commencé à dire aux étudiants d'écouter les nouvelles, puis qu'on allait parler de ce qui se passe dans les nouvelles en classe. Puis là, j'étais vraiment content de ce que je faisais là, parce que les jeunes qui étaient devant moi, tout à coup, ils prenaient conscience de la réalité, puis ils sortaient de ces cours-là en me remerciant de leur avoir montré qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis d'avoir fait des liens avec les philosophes. Puis, j'étais super content de ma shot jusqu'à ce que j'aie mon propre fils en classe, puis que je m'aperçoive de l'effet que ça avait sur lui, parce que mon fils a développé une assez forte éco-anxiété, tu sais. Puis moi, je me sentais à la fois heureux de savoir qu'il était conscient de ce qui se passe dans le monde, mais malheureux aussi de voir que cette prise de conscience-là était vraiment douloureuse. Puis pas seulement... tu sais, quand tu vois des jeunes adultes dans tes classes, ben tu te dis que c'est normal qu'il y ait un choc, puis que c'est correct, à cette heure qu'ils sont adultes, faut qu'ils soient prêts pour la réalité. Puis, mais quand c'est ton propre garçon, que toute ta vie, tu finis par tout le temps voir tes enfants comme des enfants, mais là, quand tu vois ton garçon qui est dans la classe, puis que tu sens la dureté du choc, ben là, on dirait que ça change un peu la perspective. Quoi qu'il en soit, je me suis aperçu aussi que non seulement mon fils faisait de l'éco-anxiété, mais je me suis aperçu aussi que mes collègues avaient pas tant que ça envie que je leur parle de Hey, t'as-tu vu cette semaine les feux en Australie? T'as-tu vu cette semaine les 15 000 morts à Paris? T'as-tu vu cette semaine les océans qui ont jamais été aussi acides, puis qui se sont jamais autant acidifiés rapidement qu'au cours des 2 derniers milliards d'années? T'sais. On dirait que ces stats-là, maintenant, hey, t'as-tu vu cette semaine, il est sorti un rapport qui dit qu'on perd 3 espèces à l'heure. Tu sais, le poids de toutes ces nouvelles-là, maintenant, faisait que j'avais l'impression d'être un corbeau qui arrivait tout le temps, tu sais, avec une nouvelle de merde. Puis, pour mes collègues, ben, c'était pas Jojo, tu sais. À un moment donné, il avait le goût de parler de hockey, là, puis de toutes sortes d'affaires qui vont bien, comme occupation double, pénétration double, n'importe quoi. Tu sais, il avait pas envie nécessairement que je lui casse les oreilles
avec le GIEC, puis avec le fait que le GIEC sous-estime le problème, puis Ouais. c'était épuisant, man. Ouais. Puis, puis moi-même, je me voyais là-dedans, je me sentais impuissant, mais raide devant ça, parce que là, j'ouvre les yeux de mes étudiants, là, je leur dis que c'est important, que c'est grave, mais qu'est-ce que je les amène à faire? Au début, je les ai fait écrire. Puis ça, j'étais fier de ça, puis je suis encore fier de ça, parce qu'il y a beaucoup de mes étudiants qui ont écrit des vrais textes, qui ont vraiment envoyé dans les journaux. Ça, c'était ma première source de fierté. Tu sais, moi, j'écrivais un bout de temps des textes moi-même que j'envoyais dans les journaux. Mais à un moment donné, je me suis dit, crème, dans le fond, je serais bien plus fier si au lieu d'écrire les textes moi-même, si mes étudiants, ils faisaient des lectures, ils prenaient conscience d'enjeux graves de l'actualité, puis s'ils se mettaient à écrire eux-mêmes. Fait que ça, quand j'ai commencé à faire ça par les étudiants, j'ai trippé parce que ça a vraiment marché. Il y a plein d'étudiants qui se sont mis à écrire des textes. Puis tu sais, au fil des années, je me suis mis à accumuler des preuves que ça valait la peine. Parce que là, quand les 3 filles de soins infirmiers qui sont mères monoparentales envoient une lettre dans les journaux pour dire que ça n'a pas de bon sens que les prêts et bourses soient coupés en fonction des pensions alimentaires que tu reçois, puis que le lettre est lue à l'Assemblée nationale, puis que la loi change, tu sais, ça montre que ça vaut la peine d'écrire dans les journaux. Puis j'ai accumulé un char et une barge d'exemples de ce genre-là. C'est sûr qu'à l'échelle locale, j'ai eu plus d'exemples de changements immédiats. Tu sais, les étudiants écrivent sur quelque chose de local, puis ça change rapidement. Là, ils voient que ça vaut la peine. Mais même à l'échelle nationale, puis à l'échelle internationale, j'ai eu des preuves que ça pouvait valoir la peine. Tu sais, des étudiants qui lisent, ils découvrent le moringa, ils trouvent ça super intéressant de savoir qu'un arbre produit des feuilles comestibles. Puis là, ils écrivent un texte là-dessus, ils l'envoient dans des journaux, ils l'envoient dans un journal en ligne qui est lu partout dans le monde. Puis il y a des gens qui disent, ah tiens, nous autres, on pose des puits en Afrique, on va mettre du moringa autour, ça nous prendrait des semences. Puis là, quelques commentaires plus tard, il y a quelqu'un qui dit, ben justement, nous autres, on fournit des semences. Ben, tu vois ce genre d'exemple-là, qui montre que la petite fille, elle, avec son petit texte qu'elle a fait dans le cadre d'un cours de philo, d'une certaine manière, elle a fait apparaître des arbres qui n'auraient pas été là sans son texte. Ben là, ils prennent conscience d'un petit bout de pouvoir qu'ils ont. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à lutter contre l'éco-anxiété en montrant que les jeunes, ils peuvent proposer des pistes de solutions, qu'ils peuvent proposer des pistes de solutions, quels que soient les problèmes dont ils prennent conscience. Ils peuvent écrire ces textes-là, ils peuvent les envoyer dans les journaux de manière à ce que leur texte ne soit pas lu juste par un prof, mais qu'il soit lu par leurs contemporains. Moi, je leur casse les oreilles en leur disant qu'ils n'apprennent pas à écrire pour prouver à des profs qui sont intelligents, mais qu'ils apprennent à écrire parce que c'est avec ces outils-là qu'on change le monde, qu'on crée les institutions qu'on habite, puis qu'on promeut des idées importantes, puis des idées qui vont durer à travers le temps. Tu sais, puis j'insiste pour qu'ils notent leurs idées en leur disant que leurs idées, s'ils les écrivent pas, ils peuvent les perdre. Puis s'ils perdent leurs idées, ben, ça peut arriver que ces idées-là, ben, on les perde pour de bon, puisque ça peut arriver qu'ils ne soient jamais dans aucun autre esprit. Fait que je leur souligne à quel point leurs idées sont précieuses, puis à quel point c'est important qu'ils les diffusent. Fait que ça a été un peu le début dans ma carrière de prof, là, de ma manière de lutter contre l'éco-anxiété. T'as-tu déjà eu des étudiants qui étaient éco-anxieux tout de ton bord? À chaque début de cours, je fais toujours un sondage. Puis, Avant de commencer. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun, d'ailleurs. Tu sais, un petit fameux Google Form, là. Je trouve l'outil vraiment puissant. Hein. Je leur envoie un lien. Puis, Okay. des questions très simples que je change à chaque année. Puis, c'est toutes des questions que je suis sincèrement curieux d'avoir leur réponse. Puis, en instantané, je vois le portrait de ma classe. Puis, j'observe que Okay. c'est vraiment autant le fun pour moi que pour eux-mêmes. Parce que c'est souvent au cégep, hein, ils se connaissent pas tous. Fait qu'ils sont vraiment curieux de savoir ce que les autres ont à dire. Okay. Et il y a une question que je garde tout le temps. C'est, selon vous, j'essaie d'être neutre dans ma question, quel sera l'état de la planète dans 50 ans? Et je suis frappé à chaque année. J'espérais voir une évolution, j'espérais, là, ça fait quand même 10 ans que j'enseigne, et c'est une question très très stable. Si j'y vais à vue de nez, là, je dirais que 85-90% des réponses sont extrêmement noires. Puis ça me fait une grande peine, parce que de mon observation, c'est ça, sont vraiment tous unanimes. Ils ont comme toute cette conscience-là que ça brasse. Ouais. Certains disent je sais pas. Certains disent qu'ils ont espoir puis qu'on va trouver des solutions, mais c'est vraiment très très minime. Les autres sont vraiment assez mordants dans leurs mots. Puis ce que je trouve frappant, parce que tu sais, moi je suis impliqué en environnement, puis je ferais plein d'actions à poser, de gestes, d'invitations, de projets collectifs, et de voir la participation aussi très très basse.
me met en lumière, là, je pense un mot que nos jeunes ont, je pense qu'ils sont très, très conscients de ça, ou du moins, ça les habite, mais très peu passent à l'action, j'ai envie de dire, une sorte de dissonance cognitive qui porte en eux. Puis ouais, c'est frappant. Je sais pas si tu observes le même truc, ou est-ce que la plupart des gens ont ça, mais peu de gens passent à l'action. C'est un constat que moi j'ai observé chez nous au Cégep Beauce-Appalaches. Secondes. Faudrait que tu me fasses. Redis-moi ce que tu as dit dans les 7 dernières secondes. Je vais Là, leur dire en d'autres je mots. tripais à mort, OK? Là, ce que tu m'expliquais, d'abord, je trouve ça complètement trippant. Je vais le faire à partir de la session prochaine. Mhm. Google Forms, Ouais. tu poses la question à c'est tout un paquet de questions pour connaître un peu tes étudiants. Ouais. Puis tu leur demandes comment ils voient la planète dans 50 ans. Puis Ouais. la vaste majorité te disent des réponses plutôt sombres. Absolument. Puis je vais le dire dans d'autres mots, là, ce que je dis à la fin. On a, tu sais, avec la fameuse marche avec Greta, on a passé au vote, hein. Puis, à ma grande surprise, le Cégep Beauce-Appalaches, souvent, on fait j'aime la grève. Des fois, tout le réseau fait la grève, pas nous autres. Mais là, la grande majorité des étudiants ont voté pour la grève d'une journée. Je me rappelle plus encore une fois les chiffres, mais un pourcentage considérable. C'était proche de 50%. Puis on est un Cégep là, de 1500, mettons, étudiants. Mais le jour de la grève, on était peut-être 30. Fait que je trouve vraiment que c'est de quoi qui est frappant, là, où est-ce que si tu poses des questions, tu me dis, ben oui, c'est important. Mais entre le dire et passer dans l'action, j'aimais beaucoup, toi, ta définition de la philosophie, où est-ce que la philosophie, c'est juste du bavardage, c'est pas de la philo. La philo est ancrée dans l'action, c'est une sorte d'heureuse danse qui se fait entre les deux. Puis cette danse-là, on dirait que je la vois pas tant, justement. Je trouve qu'on est beaucoup dans nos têtes. On gobe des stats, mais on en gobe tellement qu'on en vomit, puis on en fait une sorte de déni collectif, même si on sait que c'est un sujet prioritaire. Fait que je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages. Ouais, ben écoute, moi, j'ai l'impression que les stats que tu as notées dans tes classes, c'est que les jeunes, on dirait il y a une partie des gens autour de nous qui ont abdiqué, qui considèrent que la défaite est inéluctable, puis qu'on réussira pas à ramener ça. Puis la raison pour laquelle, à mon avis, la raison pour laquelle ils pensent ça, c'est que c'est en partie un peu vrai. Tu sais, c'est que il y a des aspects de la réalité là, qui vont être difficiles à ramener. Tu sais, avec toutes les boucles de rétroaction positive qu'il y a avec le réchauffement climatique, moi je pense que la planète au complet, ça va être difficile de freiner son réchauffement. Mais tu vois, moi, le lieu où j'ai décidé de regarder pour me donner espoir, puis pour donner une perspective qui permet aux jeunes de se voir utiles, c'est de souligner que maintenant, déjà, là, il y a plus que la moitié de l'humanité qui vit dans des villes, puis que les villes, si on veut agir à ces endroits-là, ben, on peut faire baisser leur température assez rapidement. Tu sais, la planète au complet, ça va. Je comprends les jeunes de penser que la bataille va être tough. Tu sais. Je les comprends de se sentir démunis pour faire reculer le problème à l'échelle globale. Mais si tu prends une rue, au lieu de prendre la planète, une rue, tu peux faire baisser sa température de 10 degrés de ton vivant, très concrètement, juste en mettant une ligne d'arbres à croissance rapide de chaque côté de la rue. Parce qu'avec une ligne d'arbres de chaque côté de ta rue, les arbres vont finir par faire de l'ombre sur l'asphalte. Si tu as des arbres à croissance rapide comme des tilleuls ou certaines essences d'érable, non seulement ça va pousser vite, mais en plus ça va produire de la nourriture. Fait qu'il peut y avoir un tournant qui se prend à l'échelle très locale qui peut rendre nos gestes beaucoup plus rapidement utiles puis pertinents. Et tu vois, en plus, l'autre détail qui m'accroche avec ce que tu dis, c'est que quand on pose la question aux jeunes alors qu'ils ont 17, 18, 19 ans, ils ont déjà eu toute l'école primaire puis toute l'école secondaire pour entendre parler de ces problèmes-là, puis pour se sentir impuissants pendant toute leur primaire puis leur secondaire. C'est que quand ils arrivent au cégep, on dirait qu'ils sont déjà abîmés spirituellement, si tu veux. C'est plate, mais tu sais, à partir de 6 ans, ils se sont fait dire s'ils étaient meilleurs ou pires que la moyenne dans toutes les classes qu'ils ont traversées.
C'est qu'ils se sont fait dire qu'ils étaient des individus à toutes les occasions où ils ont eu un bulletin individuel, puis ils n'ont pas eu d'occasion en grand nombre pour arrêter de se voir comme un individu. Même quand il y a des travaux collectifs, chaque jeune recevait son bulletin personnel. Ça fait que, par la force des choses, nos écoles, on dirait qu'ils fabriquent la conscience d'être un individu isolé. Puis moi, je pense que c'est une erreur que nos écoles font. Tu sais. Puis ça contribue, à mon avis, au sentiment d'impuissance. Parce que comment veux-tu sentir que tu peux changer les choses quand tu es persuadé que tu es juste un individu? Puis si en plus tu fais partie de la moitié des individus qui sont en bas de la moyenne, imagine à quel point tu te sens éreinté. Tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que l'école, dans la manière dont elle fonctionne, en donnant des notes individuelles, puis en rappelant aux individus qui sont des individus, moi, j'ai l'impression qu'elle contribue au problème que nous autres, on constate avec le sentiment d'impuissance qui génère en partie l'éco-anxiété. Parce que, tu sais, tu te sens pas éco-anxieux, tu te sens pas anxieux devant une situation que tu sens que tu as une maîtrise dessus. Tu sais. L'anxiété, elle vient quand tu as l'impression d'avoir aucune maîtrise. Tu vois, dans un cours de philo que je donne, il y a des auteurs que j'ai qui sont un peu des fétiches. Un de ces auteurs-là, c'est Henri Laborit. Lui, il fait des expériences avec des rats. Il met des rats dans une cage où il y a un petit sol électrifié. Fait que là, les rats reçoivent un choc électrique. Puis là, dans la première expérience, il y a une porte, ils peuvent sortir de la cage, s'en aller dans une deuxième cage. Assez rapidement, ils comprennent que quand l'électricité s'en vient, s'ils changent de cage, ils n'auront pas de choc. Puis, ils sont en bonne forme. Dans la deuxième expérience, les rats sont dans une cage, enfermés dedans, avec un congénère. Quand le choc électrique commence, ils peuvent sacrer une volée à l'autre rat. Fait qu'ils filent bien parce qu'ils peuvent se dérager. Ils ont l'impression de prendre le contrôle sur la situation, parce qu'ils pensent que c'est l'autre rat qui est le coupable. Fait qu'ils se battent. Puis dans la troisième expérience, là, il y a un sol électrifié, il n'y a pas de fuite, puis il n'y a pas de congénère à battre. Fait que là, ils peuvent rien faire d'une certaine manière, les rats. Puis là, c'est là qu'ils sont le plus effondrés du point de vue de la santé. T'sais, on pourrait penser que les chocs électriques plus la bagarre, ça va les effondrer plus que juste les chocs électriques et le sentiment d'impuissance. Mais en fait, le sentiment d'impuissance est tellement mauvais qu'ils se sentent plus effondrés, leurs organes se désagrègent, ils pognent toutes sortes de cancers, et ils s'effondrent, alors que ceux qui peuvent se battre ou se sauver, ils vont bien. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, là, le sentiment d'impuissance qu'ils développent, ils le développent tôt, ils le développent parce qu'à l'école, ils posent pas de gestes concrets en grand nombre. Tu sais, à l'école, je sais pas comment tu as vécu ça, mais moi, à l'école, j'ai essentiellement appris à lire et à écrire. L'instrument que j'avais le plus souvent dans les mains, c'était un crayon, puis un FR. C'était ça tout le long. C'était écrit ça, écrit ça, écrit ça, dessine ça, écrit ça. On n'avait pas beaucoup souvent des outils pour jardiner dans nos mains ou pour changer quoi que ce soit dans le monde dans nos mains. T'sais. Puis comment t'as fait, toi, justement, là, je peux de mettre l'emphase sur la transition que t'as vécue, parce que je pense que tu l'as goûté à cette impuissance-là, tu sais, t'as vécu un moment vraiment creux, puis qu'est-ce qui t'a permis, là, de retraverser ce creux-là, puis aussi, j'imagine, à amener ça dans tes cours, parce que, tu sais, je t'entendais dire que de léguer de l'éco-anxiété, c'est pas ça qu'on veut faire non plus, là, justement. Puis oui, les faire écrire, est-ce que ça a été suffisant comme moyen de les faire écrire, ou t'as trouvé d'autres ruses? T'en es rendu où là-dessus? Ben, tu vois, la place où je suis rendu en ce moment, là, c'est en lien avec ce que je viens juste de te dire concernant les écoles. Moi, je pense que là, quand on s'aperçoit qu'au cégep, ils sont éco-anxieux puis qu'ils se sentent impuissants, je pense qu'il faut aller plus de bonne heure. Puis il faut faire ça avec les jeunes qu'on a dans les écoles. Moi, un trip que j'ai vécu dans mes cours, c'est que j'ai commencé à demander à mes étudiants de faire un projet collectif. Ça s'appelle de même. Ils ont le droit de faire n'importe quoi. Là, tout le monde, il me demande, ouais, mais monsieur, on peut-tu faire le projet collectif tout seul? Là, je dis, mais regarde, collectif, ça veut dire que tu peux pas le faire tout seul. Il faut que tu trouves quelqu'un avec qui le faire. Fait que, tu sais, ça reste quand même une affaire un peu drôle, mais je leur demande de faire quelque chose de vrai, puis de me le raconter, puis de faire un lien avec les philosophes qu'on voit. Les philosophes qu'on voit, ben, tu sais, c'est des philosophes. Emmanuel Kant, on le résume en disant qu'un geste est moral s'il est universalisable. Hans Jonas, lui, il dit qu'un geste est moral s'il permet d'envisager la possibilité d'une vie authentiquement humaine sur Terre à long terme. John Stuart Mill, il nous dit de maximiser le plaisir puis de minimiser la douleur chez tous ceux qui vont être touchés par nos actions. Fait que, tu sais, avec les auteurs qu'on voit en philo, là, ils trouvent un geste qui va soit maximiser le plaisir ou bien qui pourrait être universalisé, ou bien qui permet d'envisager
une vie authentiquement humaine sur Terre à long terme. Il trouve un geste, puis là, il faut qu'il le pose pour vrai, puis qu'il me le raconte dans un texte d'une page. Fait que ces gestes-là, ben, qu'eux autres sont obligés de poser dans le cadre de mon cours, des fois, il s'avère que ces gestes-là, ils vont les poser dans des écoles primaires. T'sais, ils vont jardiner avec des enfants dans une école primaire pas loin. Ah ben, il y en a qui ont ramassé des canettes pour payer des arbres qui sont allés planter sur des terrains de la commission scolaire. Il y en a cette année qui ils ont ramassé des canettes aussi, puis ils sont allés acheter des vignes pour mettre sur les clôtures de la commission scolaire. Fait que tous ces petits gestes-là, c'était déjà une sorte de pont pour que les jeunes se sentent actifs pour casser un peu le sentiment d'impuissance qu'ils ont face à l'éco-anxiété. Puis au fil des rencontres, je me suis aperçu qu'il y avait certains gestes qui étaient vraiment faciles à partager avec du monde de tous les âges. Puis ces gestes-là que j'ai fini par déployer à un certain nombre d'endroits, là, c'était de jardiner dans des jardins verticaux. C'est quoi ça, des jardins verticaux? Ben, c'est des jardins que j'ai appris à fabriquer avec une planche de bois puis des bouteilles de 2 litres les unes au-dessus des autres, tournées par le bec par en bas avec des trous d'un bouchon pour que la terre se draine d'une bouteille dans l'autre jusqu'à ce qu'en bas, on récolte l'eau avec les sels minéraux qu'on la remette en haut de la ligne de bouteille. Puis ces jardins verticaux-là, quand j'ai commencé à les faire, c'était après un stage en République dominicaine où on allait au contact des Haïtiens en République dominicaine pour essayer de faire du jardinage avec eux autres. Tu sais, dans les problèmes que j'avais constatés là, en prenant conscience de l'état de la planète, il y avait les enjeux interculturels, puis les enjeux de pauvreté, puis les enjeux environnementaux. Ça fait que tout ça, j'essayais de l'incarner en faisant des stages de coopération internationale avec les jeunes. Puis dans un des stages, on allait pour jardiner avec les gens, les Haïtiens qui vivent en République dominicaine, puis ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas propriétaires du sol. Fait qu'en revenant, moi, j'étais bien triste d'avoir manqué mon coup. Mais là, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé cette manière-là de jardiner dans les jardins verticaux. Puis ce qu'il y a de le fun dans ça, c'est que des bouteilles de plastique vides, là, ben, c'est un déchet omniprésent partout sur la planète. Fait que là, on s'est mis à faire des jardins verticaux dans des classes ici, puis on s'est mis à en faire dans des stages de collaboration internationale en République dominicaine et à Cuba. Puis ce geste-là, ben, je me suis aperçu que le meilleur public avec lequel le faire, c'est des enfants dans les écoles. Parce que les enfants dans les écoles sont capables de poser ces gestes-là. Puis les enfants dans les écoles, ils sont capables, parce qu'ils apprennent à faire pousser des plantes, ils sont capables de faire pousser des arbres. Fait que là, en plus des jardins verticaux, on s'est mis à faire des pépinières collectives. Ça, on l'a fait au Burkina Faso avec un ami qui s'appelle Jean-Marie Coalga. Puis avec le travail qu'on a fait avec Jean-Marie Coalga, moi, j'ai proposé de faire une première pépinière collective. Puis j'essayais de voir une manière dont je pourrais y fournir une liste d'arbres qui serait intéressante. Puis je me suis aperçu que c'était niaiseux d'essayer de trouver la liste d'arbres moi-même. T'sais. Fait que j'ai demandé de demander aux enfants avec lesquels ils travaillaient, de demander à leurs grands-parents de quels arbres ils s'ennuyaient. Fait que là, il est revenu, les enfants étaient allés voir leurs grands-parents. Il y avait une liste de 26 essences d'arbres tripantes dont ils se souvenaient d'avoir mangé des fruits. Fait que là, moi, je me disais, il faudrait que je lui trouve des semences. Là, je me suis dit, ben non, je ne trouverai pas des semences. Comment veux-tu que j'achète des semences? Fait que là, j'ai redit à Jean-Marie, là, il faudrait que tu dises aux enfants de trouver des semences à cette heure. Ils mangent ces fruits-là. Là. Fait que dis-le de trouver des semences. Puis là, ben, dans quel contenant qu'on fait ça? Fait que là, fouille. Comment je fais pour acheter des semences, des pots? Puis, je finis par apprendre qu'en Afrique, les gens, ils boivent de l'eau dans les sachets de plastique transparent, puis ils jettent ça partout. Fait que je dis à Jean-Marie, hey, dis aux enfants qui ramassent les sachets et qui remplissent de terre. Fait que là, en jasant avec le gars, on s'est aperçu en fait que ce qu'il y avait d'intéressant dans ce projet-là, c'est que c'était un projet de développement pour lequel les gens qui se mobilisaient sans aide extérieure, sans rien. Ils se mobilisaient juste à partir de leur propre force. Puis qu'ils ne le faisaient pas pour moi, ils le faisaient pour eux autres. Puis ils le faisaient en allant questionner les vieillards de leur place. Fait que finalement, moi, dans ce projet-là, là, la seule affaire que j'ai faite, finalement, dans ce projet de pépinière collective-là, c'était de fournir un peu de sous pour acheter une clôture de broche pour mettre autour des petits arbres que les enfants décollaient. Parce que s'il n'y avait pas eu cette clôture de broche-là, vu qu'il y avait des chèvres qui se promenaient partout, les arbres auraient été mangés par les chèvres. Fait que ce petit projet-là, on a commencé avec une pépinière collective. Puis,
la pépinière collective a tellement bien marché que le monde de 5 villages autour ont dit à Jean-Marie, hey, on va en avoir une aussi, une affaire de même. Donc là, il leur a expliqué que s'il voulait en avoir une, il fallait juste qu'il se mette là puis qu'il la fasse. Lui, il était capable d'avoir juste les clôtures de broches. C'est que là, 22 fois, il m'a écrit pour dire qu'une autre école voulait une clôture de broche pour se faire une pépinière. Yeah. Fait que moi, j'ai envoyé les 22 clôtures de broche. Ça coûtait 80$ la clôture. Fait que moi, je vendais du café, j'expliquais ça au monde, je récoltais du love-money, puis de 80$ en 80$, on s'est rendu à 22 écoles comme ça. Puis ce qui avait de trippant, c'est que c'était le plus beau projet que j'avais dans ma liste de projets réussis, puis je faisais rien, en fait. Je faisais juste tripper avec quelqu'un là-bas qui avait trouvé du monde avec qui travailler, puis notamment avec des enfants. T'sais. Ça fait que c'était mon projet le plus trippant. Puis il n'était pas basé sur le fait que j'avais pris l'avion puis que j'étais allé là-bas, pas en tout. Pas mis une scène de billets d'avion là-dessus. C'était juste le partage d'une prise de conscience, le partage d'un certain nombre de techniques de base, puis le partage de ces techniques-là avec des enfants qui travaillaient pas pour moi, qui travaillaient pour eux-mêmes. Mhm. À partir de ce projet-là, là, on a poussé la recherche pour trouver le plus possible de gestes simples que les enfants peuvent poser. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé à du jardinage dans des jardins verticaux, la préparation d'arbres pour les communautés adjacentes. Puis pas longtemps après, on s'est dit que un des problèmes que les enfants avaient, c'est qu'ils ne connaissaient pas, les plantes nourricières. Fait que là, on s'est mis à faire des jeux de cartes pour apprendre à connaître les plantes nourricières des milieux où les enfants vivent. Donc, quand j'ai commencé ça, je l'ai fait ici au nord, puis je l'ai fait avec mes étudiants. T'sais, mes étudiants, ils trouvaient des essences de plantes qui étaient nourricières. En fait, non. On a fait une liste de plantes. Moi puis un de mes chums qui trippe dans ce genre de domaine-là. On a fait une liste de plantes, puis là, les étudiants en choisissaient une, puis ils l'illustraient. Ils faisaient une carte avec un petit texte, une photo, puis des codes QR pour trouver des informations sur les plantes. Fait qu'on a fait un. Puis là, j'ai demandé à des jeunes d'une école secondaire qui étaient dans une classe adaptée où une de mes amies travaillait avec ces enfants-là. Je leur ai demandé de faire quelques-unes des cartes, mais eux autres, ils ont tellement trippé sur le projet qu'ils se sont fait un jeu de cartes à eux autres tout seuls. Là, on avait 2 jeux de cartes. Puis là, cette année, avec mes étudiants, on en a refait 2 autres, des jeux de cartes comme ça. Un pour notre forêt nourricière du collège, puis un pour les projets de coopération internationale qu'on a, avec des arbres d'Afrique, des arbres des Antilles, des arbres du Québec, puis des plantes qu'on peut faire partout dans des jardins verticaux. Fait que, tu vois, tous ces petits gestes-là, là, les enfants y ont contribué. Des gens de l'âge de nos étudiants y ont contribué, puis des adultes y ont contribué aussi. Il y a des vieux qui ont reçu des jardins verticaux faits par des enfants. Il y a des vieux qui ont entretenu des petits chênes plantés par des enfants de l'école primaire. Ben, tous ces gestes-là partagés sur une base intergénérationnelle, ça a fait que, ben, au lieu de me sentir tout seul en train de lutter contre mon éco-anxiété, ben, tous les étudiants que je rencontre, maintenant, je peux leur dire que ce combat-là qu'on est en train de mener, c'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. C'est un combat collectif ici et partout dans le monde, puis que, en fait, on lutte pas contre quelque chose. Ce qu'on est en train de faire, concrètement, là, c'est qu'on est en train de construire un paradis. On est en train de construire un paradis nourricier, un paradis plus propre, parce que quand on ramasse des sacs de plastique ou des bouteilles de plastique pour faire nos jardins, puis pour nos pépinières scolaires, le monde est plus propre après. Quand on plante des arbres nourriciers issus des connaissances des vieux, ben, on reprend contact avec un trésor national, le trésor végétal, mais aussi le trésor de tous ces vieux-là qui sont contents de participer. Tellement. Puis ce paradis-là qu'on est en train de construire, ben, n'importe quel enfant qui décide de contribuer à le construire, là, s'il regarde 1 mètre carré de terrain ou 1 mètre carré de mur, il peut constater qu'il a lui-même les outils que ça prend pour commencer ce changement-là, pour commencer à contribuer à ce paradis-là qu'on est en train de construire. Puis moi, ce qui m'a fait le plus triper cette année, là, ça a été de lancer un parascolaire à l'école de mes enfants. J'ai lancé un parascolaire qui s'appelait comme ça, justement.
avec les petits écolos de l'école Saint-Joseph, on change le monde 1 mètre carré à la fois. Puis là, il y a plein de monde, plein d'enfants qui sont inscrits à ce parascolaire-là. Mais la majorité avait 6 ans. Parce que c'était le seul parascolaire auquel les enfants de 6 ans avaient le droit de s'inscrire. Fait que là, j'avais 17 enfants avec moi. Puis à 6 ans, tu sais pas trop si tu vas pouvoir les faire jardiner, t'as peur qu'ils fassent de la merde. Ben, imagine-toi donc qu'on a jardiné pendant toute la session, puis qu'à la fin, au dernier parascolaire, les enfants étaient tristes de ne pas continuer d'en faire. Fait que là, moi, j'ai rendez-vous avec eux autres l'année prochaine. Puis, voilà, on va construire un petit paradis. Que c'est beau, François. C'est ça le trip que j'ai vécu cette année. Mais j'ai le goût de voir si j'ai bien compris, moi, entre la situation là d'être un éco-anxieux qui veut fuir l'enfer puis qui était malheureux, il est passé plutôt à construire un paradis. Et Exactement. tout ça dans le sourire. Le gros morceau manquant d'un à l'autre, c'est l'action. C'est ce que je comprends derrière tes mots. Puis pas n'importe quelle action, hein, attention. Une action qui, en fonction de ce que t'aimes, en fonction de ce qui est proche de toi, de ce que tu peux voir, un impact vrai pour que tu le voies. Et finalement, on est encore des grands singes blancs. Puis j'aime aussi beaucoup d'inciter l'action auprès de nos enfants parce que, comme on l'a relaté tantôt, qu'on aime ça ou non, on a pas mal une batch d'éco-anxieux là, qui sont là. Et donc, d'avoir la responsabilité de leur donner des perches pour qu'ils se mettent à l'action, ça serait, somme toute, on dirait un devoir moral hein, qui serait, même si c'est pas d'avant, là, c'est ça, on dirait qu'ils l'ont tous en dedans d'eux, fait que leur donner des opportunités comme des parascolaires, je trouve ça brillant. Je trouve ça vraiment beau, François, bravo de faire ça, c'est hot ce que tu fais. C'est un beau trip. C'est ça, là. C'est un beau trip. Puis ce qui est trippant, c'est que quand les étudiants de cégep embarquent dans ce trip-là, ils sont contents au bout d'aller des écoles. Parce qu'ils s'en rappellent, eux autres, de ne pas avoir fait ça. Ils s'en rappellent qu'ils auraient aimé ça, faire ça. Fait que là, quand les jeunes du cégep s'en vont dans les écoles primaires, puis qu'ils jardinent avec les kids, ils trippent bien raide. Puis, tu sais, il y a déjà dans les écoles primaires des passionnés qui ont commencé à faire ça. C'est aussi une partie de ce qui nous permet de lutter contre l'éco-anxiété, c'est d'arrêter d'essayer de trouver un moyen pour faire ça nous-mêmes, puis de se coller sur le monde qui sont déjà commencé à faire toutes ces affaires-là, parce qu'il y en a plein. Tu sais, moi, quand je suis arrivé à Cuba avec mes histoires, ben, ils m'ont expliqué que il y avait cette pratique-là qui avait déjà existé à Cuba, de jardiner dans toutes les écoles. Tu sais, mon ami au Burkina Faso, quand j'ai parlé de ça avec lui, tu sais, puis qu'il a fini par en faire des pépinières scolaires, il s'est souvenu que un des leaders politiques les plus importants du Burkina Faso, c'était un des projets qu'il y avait. Il s'appelait Thomas Sankara. Thomas Sankara, il a fini par mourir comme beaucoup de leaders intéressants d'Afrique, qu'on aimait mieux voir mourir que de voir réussir. Tu sais. C'est triste au bout. Mais cette idée-là, elle existait déjà dans ce terreau-là. Tu sais, notre job, c'est pas seulement d'initier des projets, c'est de trouver les fous qui en ont déjà, puis de lui donner des tapes dans le dos, puis d'embarquer avec eux autres, puis de recevoir leur énergie, puis de leur donner la nôtre. Parce que, tu sais, l'éco-anxiété, on la combat par des gestes, puis on la combat par des rencontres aussi. Puis dans toutes nos municipalités, il y a un paquet d'écoles qui vont être super contents de nous recevoir, nous en tant qu'adultes, puis aussi les étudiants qu'on va amener sur ces chemins-là. Puis je pense que ça permet de changer un peu l'esprit des écoles qu'on visite. Moi, en tout cas, c'est un super trip. T'as des enfants, toi aussi, d'ailleurs? Ah oui, 2. Ils ont quel âge? Rappelle-moi leur âge. 6 et 3. Bon, ben, écoute, 6 ans, là, c'est un âge excellent pour commencer à faire des jardins verticaux. Hey, puis il y a une affaire drôle. Moi, quand j'ai commencé à faire ça avec les enfants, ils avaient le même âge que les tiens. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire ça avec mes numéros 3 et 4, mais Il y en a 5, toi. Oui, c'est ça. Sur les 5, là, c'est avec les numéros 3 puis 4 qu'on a commencé à faire ça. Puis après ça s'est répandu à toute la famille. Mais quand on a commencé à faire ça ensemble, assez vite, tu sais, j'ai demandé à Maëlle, hey Maëlle, mettons que tu fais plein de jardins, là. C'est quoi qu'on devrait faire, là? Parce que tu vas en avoir trop, tu ne pourras pas tout garder ça. Puis je me suis mis à explorer la question, c'est quoi qu'on fait si on en fabrique trop de jardins? Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'idées, on pourrait en donner. Il y a toutes sortes de pistes, hein. On pourrait en vendre, on pourrait en donner, on pourrait les partager, on pourrait les prêter, etc. T'sais. Puis, ce qui a eu de drôle, c'est que j'ai eu une couple d'occasions de poser cette question-là. Puis à Cuba, les enfants répondent, on devrait les partager. Puis ici, j'ai entendu souvent des enfants dire, on devrait les vendre.
Fait que c'est intéressant à explorer ce genre de trucs-là. Mhm. Il y a un coup que t'en jases un peu avec eux autres, puis que tu leur montres que c'est payant à partager parce qu'après ça, ils vont avoir plein d'amis qui vont les en ramener. Euh, c'est ça fait une belle exploration. Mais Hey, ça- j'ai trop parlé, man. J'ai trop Non, mais t'as pas trop parlé. Mais clairement qu'on aura peut-être moins le temps d'explorer ta conférence. Clairement. Mais on en fera un deuxième, on se prendra une rencontre là. Oui. Je me doutais bien, on a tellement de choses à se raconter. Puis je voulais souligner un dernier truc dans ton partage que je trouve aussi pivot. Encore une fois, oui, les actions, c'est la clé. Mais je trouve que un beau feedback, on peut savoir si notre action est juste, c'est de voir quand elle est dupliquée, quand il y a un amplificateur, quand justement il y a d'autres crinqués qui disent « Hey, c'est intéressant ce que tu fais ». Puis c'est ça qui donne du gaz, justement, parce que de faire une grosse action juste envers toi-même, on est un bébé de grégaire, on veut que ça résonne chez d'autres, on veut être en Mhm. contact. Puis c'est là que je pense que c'est de trouver l'action juste, justement. Là. C'est pas trop Mhm. en faire, pas en assez. Fait que je trouve ça vraiment beau que t'aies atteint ça, que de voir que 22 villages, toi, qui ont fait une pépinière, c'est vraiment là, digne de mention. Hey, Puis c'est ça, c'est drôle. C'est drôle. OK, il faut que je te dise la suite. Moi, j'ai vas-y. arrêté d'aider à 22 villages. Mais là, ils sont rendus à 220. Là. Moi, tu sais, j'ai dit à Jean-Marie, hey, Jean-Marie, là, c'est bien starté, man. Continue à cette heure. Puis il est rendu avec 220. Là, c'est Slow Food On... International qui l'accote, man. Puis ça pousse, 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 Wow. pousse, pousse. Ça arrête pas de pousser. Puis lui a été nommé, lui était travailleur social. Puis lui, ça a été comme une espèce de tournant dans sa carrière de travailleur social. Parce que au départ, il voulait faire un orphelinat. Mais en jasant, tu sais, moi, j'ai présenté un orphelinat que je connaissais, mais il faudrait que je te reparle de cette histoire-là. Ouais, mais c'est ça. Puis, Faut qu'on puis se je le sais que garde. Mais, on va s'en refaire ça. Mais puis, j'aimerais terminer avec une c'est bon. question, Oui, François, si tu me vas-y. permets, parce que il y a ça qu'on devrait parler, il y a la conférence et tout, que d'ailleurs on pourrait mettre le lien, hein, ça se passe au Oui. mois de juillet, s'il y en a qui veulent entendre de ce beau thème-là, comment former la relève pour le monde de demain. Mais il y Mhm. a une question dans le thème de ce qu'on s'est dit que j'aimerais ça t'entendre parce que ça m'a tout de suite touché quand tu m'as partagé ça. T'as vite nommé là, ton fils éco-anxieux Oui. que tu as vécu. Oui. Puis j'aimerais ça que tu termines comme mot de la fin, un message que tu t'adresserais à tous ces enfants-là, tu sais, comme si t'adressais, là, comme si t'étais leur père. Puis Hey, que oui. pour ce message-là, puis peut-être même aux pères qui sont face à des Un enfants enfant éco-anxieux, anxieux. parce que je pense même que ils ont été dans un stade avec des idées suicidaires, peut-être que ça a été quand même rough. Il me Ouais. semble que ce message-là devrait être important à dire. J'aimerais ça écouter ton message. Écoute, je suis content que tu me poses la question. Tu vois, moi, j'ai ce tatouage-là parce que je fais partie d'un comité qui est le comité de prévention du suicide dans mon collège. Puis j'ai eu dans ma famille des gens qui se sont suicidés. J'ai eu un oncle qui s'est suicidé puis un neveu qui s'est suicidé. Puis l'éco-anxiété, des fois, ça mène à ça. Puis c'est drôle, mais euh, j'ai eu l'occasion d'avoir des conversations avec un de mes garçons qui m'a particulièrement inquiété, puis qui filait pas tout avec les dernières nouvelles en matière d'environnement, qui voyait la sécheresse en France l'été passé, qui voyait beaucoup de vidéos sur l'effondrement qui se sont multipliées au cours des dernières années et des derniers mois. Des vidéos de plein d'auteurs, Jean-Marc Jancovici, je pourrais en nommer une trolley, là, qui sont anxiogènes. Tu sais, tu peux pas autrement que d'être un peu anxieux quand tu t'aperçois que il y a des grands pans de la réalité telle qu'on la connaît qui pourront pas continuer comme c'est en ce moment. Fait qu'il m'a confié ça, puis il m'a confié le sentiment dans lequel il se trouvait d'être dans les dernières années d'un monde habitable facilement comme on l'est en ce moment, puis il voyait à très courte échéance un tournant où ça allait être de plus en plus difficile, tu sais. Puis c'est avec lui que j'ai eu la conversation la plus aboutie, je pense, concernant ma propre perspective sur l'éco-anxiété. Puis j'ai expliqué exactement ce que je viens juste d'expliquer concernant la source de l'éco-anxiété, à mon avis. Ce qui nous rend éco-anxieux, c'est qu'on regarde le problème global, puis on se regarde en tant qu'individu, puis on voit bien qu'il y a une déconnexion entre les moyens qu'on a en tant qu'individu, puis la taille du problème global. C'est une déconnexion concrète, là. En tant qu'individu, je peux rien faire si je me connecte pas à d'autres individus. Puis, ou très peu, en tout cas. Je peux pas faire beaucoup si je me connecte pas à d'autres individus. Mais dès que je renonce à être un individu, dès le moment où je me déprogramme de cette idée-là qu'on est juste des individus, puis dès que je regarde un peu autour de moi, je vois que le monde dans lequel on est en ce moment,
c'est un monde de grande abondance d'opportunités. Tu sais, de ce temps-ci, tu le vois chez vous, je le vois chez nous, il y a des semoirs d'érable à grandeur du territoire, en quantité de fou. Tu sais, je marchais à l'école avec mes enfants, on a rempli un plat. Euh, il y a des plantes qui vont pouvoir être bouturées, des plantes nourricières qui vont pouvoir être divisées à grandeur du territoire. Si on regarde l'abondance, la richesse vivante qu'il y a autour de nous autres, puis qu'on regarde à quel point, même en étant un seul individu, on peut multiplier beaucoup de plantes nourricières en une seule année, ben, on peut changer beaucoup le territoire, même si on est un individu isolé. Puis dès qu'on regarde un petit peu, on s'aperçoit que plein d'individus ont le même état d'esprit, puis qu'on peut trouver plein de gens avec qui commencer la transformation du territoire en paradis. C'est que moi, ça a été la conversation que j'ai eue avec mon gars. J'ai dit, tu sais, quand tu files mal parce que tu as l'impression que le monde va s'effondrer, je te dirais pas que tu as tort, parce que les nouvelles nous pointent un avenir difficile. Mais là où on a une prise qui n'est pas présentée dans les nouvelles, c'est sur le fait que l'humanité vit dans des villes, puis qu'on est 8 milliards, avec 8 milliards de personnes qui décident de planter des arbres, on va en planter en tabarnak des arbres. Puis si on prend la peine de commencer à le faire tout de suite, puis si on prend la peine de commencer à le faire tout le temps, des arbres nourriciers, il va en avoir un vierge de tas. Fait que lui, après cette conversation-là, là, je lui ai pointé une coupe de spots, je l'ai amené dans un verger collectif qu'on a planté au fil des années à Alma. Dans ces vergers-là, il y a de la vigne, il y a du sureau, il y a de la gadelle, il y a 150 patentes. Là, j'y ai juste pointé le ménage qu'il fallait faire de toute manière, parce qu'on n'avait pas coupé les grandes branches de vigne qu'il faut couper à tous les ans quand l'automne est arrivé. Tu regardes, juste avec le ménage que tu es en train de regarder là, qu'il faut faire de toute manière, tu peux en partir 1000 des vignes. Fait que, après cette conversation-là, il s'est mis là comme un fou, puis il s'est mis à bouturer. Puis j'y ai présenté un chumé qui était dans le même état d'esprit. Ils ont fait 3000 boutures dans 2 semaines. Puis il s'est parti des plantes même pour se faire un jardin de débile dans sa propre maison, dans son propre appartement. Là, il s'est fait offrir 3 territoires à jardiner, hein, parce que dès que tu te lèves la tête et tu regardes, il y a plein de monde qui veulent avoir un jardin chez eux, mais qui le feront pas. Il s'est fait offrir 3 territoires pour jardiner. Là, il a fait un jardin énorme. Il a planté en guérilla gardening des framboisiers à toutes sortes de places. Il a planté des vignes à toutes sortes de places. Là, il y en a encore un paquet à planter. Là, tout d'un coup, il s'est vu autrement, lui-même, puis il a vu la situation autrement. Parce que c'est vrai là, qu'il va y avoir des grands bouts de la planète qui vont peut-être devenir un enfer, mais dès que toi, tu décides de construire un paradis, puis que tu regardes autour de toi, il y a plein de monde qui veulent en construire un avec toi. Puis, il y a du monde qui sont prêts à construire partout sur la planète. Fait que moi, tu sais, à cette heure, c'est un peu la manière dont je voyage. Je voyage en essayant à toutes les places où je vais. Je voyage en allant au-devant des gens pour essayer de commencer ça. Je ne sais pas si je vais réussir tant que ça, mais je sais que toutes les places où je vais avoir commencé, si ça marche même juste un peu, ben quand je vais revenir, je vais avoir des amis avec lesquels je vais triper en maudit. C'est en même temps un trip de socialisation avec des capotés, puis de transformation du monde, puis de partage d'expériences tripantes. C'est un peu tout ça là, que je suis en train de vivre de plus en plus. Fait que, au lieu de devenir de plus en plus anxieux, je me fais de plus en plus de fun dans cette direction-là. Puis j'ai hâte de continuer avec toi, man. Parce que là, je t'ai pas parlé de la moitié des affaires. On s'est mis à mettre des pianos partout. On s'est mis à ramasser tous les fruits qui se perdaient. On s'est mis faut qu'on se reparle. Là, on se reparle, François, c'est sûr. On se reparle. Mais j'adore ton mot de la fin, de transformer le territoire en paradis. Exactement. C'est tellement des beaux mots, ça me dit oui. Je voudrais féliciter ton fils, que s'il nous entend, là, bravo d'avoir passé à l'action. C'est vraiment trippant. Je trouve ça inspirant. Puis j'espère que tous ceux qui nous écoutent aussi, ça va leur donner le goût de semer l'abondance, transformer le territoire en paradis. C'est vraiment plus à notre portée qu'on pense. Vraiment plus le fun. Oui, puis on a du fun en le faisant. On trouve toutes sortes de monde trippant. Nous autres, quand on ramasse des déchets à terre, tout le monde qui passe à côté de nous autres nous dit « Ah, c'est bien fait ce que vous faites. » Puis quand on ramasse des semoirs d'érable, ça s'attroupe autour de nous autres pour savoir ce qu'on va faire là. On est parlé encore à l'école le matin, je t'avais fait une présentation de ça. J'ai amené des galons de la ville, j'ai dit là, remplissez ça de terre, remplissez ça de semoirs.
faut faire ça tout le temps, tu sais. Si on fait trop d'arbres, au pire, on les mettra dans le compost, on va donner aux poules. Mais si on fait trop d'arbres, ça peut pas être un problème, tu sais. Là, c'est le temps des semeurs d'érable et d'orme, et de saule, et de peuplier fautrant. Fait que ramassez-en. T'es beau, François. Continue de semer toute cette belle amour-là et ces semences-là. On va l'avoir, notre paradis. Oui, on commence, on continue, on trouve le monde qui ont commencé avant nous autres, on se colle après eux autres, on les félicite, on dit merci, on leur donne des claques dans le dos, on leur offre du Pepsi, on ramasse les bouteilles pour faire des jardins verticaux. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.